Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour à vous et puis bonjour Lydie Zanini. Vous êtes bonjour avec nous ce matin. Et bonjour à tout le monde. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse, c'est la librairie du théâtre, ou plus tout le monde connaît la librairie Zanini. On avait envie d'être avec vous ce matin parce qu'on a appris il y a quelques jours la disparition de cet écrivain qu'on adore, qu'on adorait et qu'on adore toujours, Luca Di Fulvio, grand auteur italien, sympathique, charmant, drôle, blagueur. Immense talent, immense conteur, raconteur d'histoires avec le Gang des rêves pour ceux qui l'ont lu. Et c'est Gérard qui m'a dit il faut qu'on lui rende hommage. Oui, parce que je trouve que c'est assez discret quand même au niveau français. Ouais. Je veux dire que pour moi, il y a eu la disparition de Philippe Sollers, il y a la disparition de Di Fulvio, mais je trouve que c'est révélateur parce que je trouve que Di Fulvio, c'est vrai. Il était italien, donc c'est vrai que mais enfin, il a eu un immense succès en France, et puis en plus, c'est un grand écrivain italien et européen. Et puis, c'était un être exceptionnel. C'est-à-dire qu'à côté de ces neuneux qu'on voit en France, qui, dès qu'ils écrivent un livre, regardent leurs lecteurs d'une manière... lui, il était proche de ses lecteurs, de ses lectrices. Il était d'une modestie incroyable. Il avait une envie de vivre. Mais c'est incroyable. C'était un énorme sourire, un énorme éclat de rire. Et moi, j'ai des souvenirs. En fait, ce type, c'est le talent et le sourire, quoi. Donc, c'est... Absolument. Ah oui, la générosité. Alors, je pense que pour Lydie, c'est la même chose. Il a eu la maladie de Charcot et jusqu'au bout, Lydie Zanini, vous le connaissiez extrêmement bien. Il a gardé il son avait humour, toujours de l'humour, beaucoup d'humour, parce qu'il avait dit à son éditeur qui lui posait la question, maintenant que tu es malade, tu bois moins. Non, mais je bois plus. Tu fumes plus non plus. Non, je fume plus. Mais je recommande à tout le monde d'avoir la maladie de Charcot pour arrêter de boire et de fumer. Voilà. Et son enterrement était, paraît-il, vous nous disiez, à son image, joyeux. J'ai appris, joyeux, bienveillant. Oui. Il y avait de la tristesse, bien sûr, parce que tout le monde aime Luca. Mais on sentait qu'à travers cette disparition-là, cette dernier hommage à Rome dans une petite église, on sentait que tous ceux qui étaient là venaient pas pour le tralala, pour l'homme connu, on venait pour l'humain. Et je pense que Gérard sera d'accord avec moi quand on dit le Gang des rêves. Le mot rêve a son importance parce que quand nous qui avons tout lu, toi comme moi, enfin tous les deux, je pense. Je trouve qu'on a du rêve. Il rêvait de faire un monde meilleur dans tous ses livres. Absolument. Quand on y réfléchit bien. Et il parlait des gens ordinaires, mais c'est pas péjoratif dans ma tête. C'est les gens qui ont changé l'Italie et qui il leur donnait de la grandeur, mais ça n'a jamais été niais, c'était un grand écrivain. Il y avait quelque chose de très humain dans ses livres, dans la description des sentiments des personnages, dans le Gang des rêves, qui est cette histoire New York, les années 20, cette Italienne qui part avec son fils, avec ses enfants, ce rêve, et qui raconte. Puis alors en plus c'est ça, c'est-à-dire qu'il raconte le rêve américain, mais il ne cache rien du rêve américain. C'est-à-dire que cette femme, elle va être confrontée à la mafia, tout ce qu'il y a de plus cruel. Et puis, c'est des romans. Alors ça, c'est relativement rare, qui ont marqué les gens. C'est-à-dire que c'est plus qu'un écrivain pour eux, c'est un ami. Enfin, c'est quelqu'un qui est rentré dans leur... c'est comme je dis doudou, mais c'est tellement généreux, plein d'humanité. Et moi, je me souviens, c'est un des souvenirs, le dernier que j'ai, on avait organisé le Salon de Saint-Maur. Il était déjà très, très, très malade. Et il s'excusait de devoir s'arrêter 1 heure pour se reposer. Et c'est cette espèce de modestie qui était inversement proportionnelle à son talent, alors que généralement, en France, c'est inversement proportionnel à la modestie, c'est le contraire, quoi. Et donc, j'ai des souvenirs de cet homme absolument d'une chaleur humaine incroyable, et ça se ressent dans le livre. Alors, si vous n'avez pas lu, allez-y, parce que là, vous passez à côté. Le Gang des rêves, qui est un des peut-être un monument. Des plus beaux livres, et que vous ne lâcherez pas. Encore une fois, vous êtes dans cette Italie avec le rêve, le New York, le rêve américain. Et puis cette Italie cruelle, c'est-à-dire où les femmes étaient vraiment à la merci des grands propriétaires. Puis il y a le dernier, la Mama Roma, qui était exceptionnel aussi, qui était vraiment très... Il n'y a pas un livre de lui qu'on peut se dire, il s'est un peu laissé aller, quoi. Non, il y a toujours il y a celui sur Venise qui est incroyable. Allez-y, c'est en poche. Et franchement, je crois que Lydie sera comme moi. Lydie, Les enfants de Venise, Le soleil des rebelles.
Oui. Oui. Et tu te rappelles celui qui, donc, Le Soleil des rebelles, qui se passe au Moyen-Âge, Oui. celui qui se passe en Argentine également, avec des faits véridiques qui nous éclairent, qui nous apportent Oui. des choses, alors que dans les romans historiques, en général, c'est brut de décoffrage. Là, Ouais. on a un côté humain avec Ouais. tous les moments historiques qui sont vrais. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et c'est la meilleure chose que nos lecteurs pouvaient nous redire. J'ai appris, je me suis régalée. Ouais. Alors Les qu'un roman prisonniers de la historique- liberté, ce Ouais. roman. Et Ah c'est en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est addictif quand vous Ah oui, rentrez. c'est C'est des pavés, ce sont des sagas, c'est des histoires, je disais, c'est un grand raconteur d'histoires et vous ne pouvez pas vous arrêter. Non, et puis alors il parle de l'Italie ou d'autres pays, mais ce sont des personnages universels, c'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver, parce que souvent il y a des très beaux romans qui sont français, mais ça reste français et assez hermétique aux autres pays européens. Et là, moi l'Italie je connais pas particulièrement, mais là vous êtes touché parce que vous retrouvez quelque chose de commun à tous les gens, et puis ce sont des gens que vous fréquentez. Enfin, ce qu'ils appellent, quand je dis des gens ordinaires, c'est des gens de tous les jours. C'est-à-dire, il leur rend leur vraie place. C'est vraiment sur un pied d'égalité avec les riches. C'est ça que j'aime beaucoup, parce que chaque humain a son importance. Et là, je trouve que c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver cette année, parce que franchement, il y a un nouveau livre qui est annoncé pour le mois d'août. Vous savez comment il travaillait, Lydie? Il continuait à... il était en train de faire la suite du Gang des rêves, là. Il était en train d'écrire. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme qui le notait ou s'il avait quelqu'un avec lui, mais je sais qu'il était entouré, parce qu'il est toujours très, très aimé, mais normalement, il y avait un début de suite du Gang des rêves. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça paraîtra et si c'est terminé, mais on sentait qu'il était tout à fait à son public, tout le temps, parce qu'il l'aimait. Moi, je peux vous citer un petit truc dans le magasin qui s'était passé. Quand il était venu signer la dernière fois, il était déjà très affaibli, puisqu'il mangeait très très peu. Eh bien, un jour, le jour de la signature, des clients sont arrivés avec leurs chiens. Il faut savoir que Luca adorait les chiens, parce qu'il en avait 3 dans un appartement quand même. Il s'est mis à genoux par terre et il jouait avec le chien. Puis il y avait la queue, évidemment, parce qu'il y a du monde quand il est là. Et il disait, j'aime les chiens. Il est venu, je le caresse. Et tout le monde l'acceptait, parce que tout le monde savait qu'on aurait le même temps, la même gentillesse et la même attention. Toujours. Mais il faut pas, pour nos auditeurs, lisez ces livres. Si vous ne les avez pas lus, Le Gang des rêves, on l'a dit. C'est ce que je dis, c'est le rôle des éditeurs, des auteurs, des lectrices et des lecteurs, et surtout des libraires, de faire en sorte que cette disparition ne soit pas la disparition des livres. Il faut absolument continuer à le mettre en place, à mettre des piles, à le conseiller, parce que souvent on a une tendance à dire oh bon, il est mort. Là, je suis persuadé que c'est un auteur qui restera, mais il faut qu'on l'aide, et voilà, c'est ce qu'on lui doit pour le plaisir qu'il nous a donné. On va s'en charger. Mama Roma, c'était les derniers jours des papes. C'est la naissance le combat pour la naissance de la République italienne. C'est jamais ennuyeux, n'ayez pas peur de ces thèmes. Pas du tout. Parce que justement, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un écrivain populaire, qui est un mot qui est pas très, mais qui est pas bien vu par l'intelligentsia. Mais moi, il me fait penser au Misérable de Victor Hugo, c'est-à-dire il a cette notion de raconteur d'histoire, mais en même temps de faire passer des idées et tout. C'est exactement Victor Hugo à notre époque. Alors, il y en a qui vont sauter au plafond, mais je suis absolument persuadé que cet homme a sa place dans la littérature européenne du XXe siècle et une grande place. Merci beaucoup, Lydie, d'avoir été avec nous et d'avoir rendu hommage à ce grand écrivain, Luca Di Fulvio. Vous pouvez lire tous ses livres en livre de poche. En plus, ça coûte pas cher. Et si vous cherchez des livres à emporter en vacances, on vous les garantit. Merci à vous. Puis on en reparle très vite pour le mois de septembre. Absolument. Allez, à bientôt. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Il y a quand on parle de Luca Di Fulvio, vous savez, il y a des gens comme ça du Sud, et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume Chérel, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'As existe ou Marseille. Alors c'est parti des bouquins que je garde à côté de moi, je dis je vais le lire, je vais relire, et puis là, je m'y suis mis, et c'est vraiment... alors, il y a quelques critiques qui disent c'est un hymne à Marseille. C'est vrai que c'est un hymne à Marseille, mais c'est un hymne aux Marseillais. Alors ce type, il vient du 9-3, donc il va débarquer à Marseille et il va nous expliquer ce que c'est que Marseille. Alors il est amoureux de cette ville, mais en même temps, il est pas niais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu d'inquiet, de nostalgique. Alors c'est l'histoire, c'est un roman, donc c'est l'histoire d'un homme qui est à Marseille, et puis il y a
il y a un de ses copains qui meurt d'une overdose, hein, et il décide de le venger et d'aller chercher qui a été le dealer et qui a été le responsable de cette vente de coke frelatée qui a tué son copain. Et là, c'est le prétexte. Alors, vous êtes pris dans l'histoire. Et alors, il y a un truc génial, c'est c'est un amoureux fou de Iso. Vous savez, Iso, c'est Jean-Claude Zia, c'est un monument de la littérature policière française, absolument. Mais qui est aussi quelqu'un, surtout, qui a mis en scène Marseille à travers ses romans. Et là, ils se parlent alors qu'Iso est mort, hein, et donc il lui envoie des lettres. C'est absolument. Oui, c'est un hommage. Et oui, c'est merveilleusement fait. Et alors lui, c'est pareil que Di Fuglio, il parle des gens ordinaires, c'est-à-dire que c'est pas la mairie de Marseille et tout. Et il est sans concession aussi avec Marseille, c'est-à-dire. Et puis moi, je trouve qu'il a une très belle vision des femmes, c'est-à-dire qu'à un moment, il dit ouais, le sexe c'est bien. Alors on sent qu'il aime ça, hein, mais que ce qu'il aime le plus dans les femmes, c'est leur odeur, leur couleur, la façon dont ils bougent, la façon dont il y a des très 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 jolies pages sur. Alors il y a des très jolies pages sur Marseille aussi. Il y a aussi ce qui arrive à Paris, hein, c'est-à-dire que les bobos parisiens qui débarquent, qui achètent les maisons et qui fait que on repousse les vrais Marseillais, comme il dit. Et puis comme il dit, c'est quelque chose de vrai, c'est que tant qu'on vit pas à Marseille, on peut pas en parler vraiment. Et je connais un peu Marseille parce que j'aime bien me balader. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à la fois d'hermétique, de généreux, de chaleureux, et puis de très inquiétant parce qu'avec toutes les morts ils se cachent pas la face. Hein. C'est-à-dire tous les morts qui se passent actuellement, les fusillades, la jeunesse marseillaise, une certaine jeunesse marseillaise qui a perdu complètement ses repères. C'est un livre. Si vous êtes pas marseillais, vous êtes comme moi, vous lisez ce bouquin. Et c'est un polar. Hein. C'est un polar. Allez-y, il y a un suspense. Et il y a beaucoup d'humour, hein, parce que moi je vous dis pas, il va récupérer le mec qui lui a vendu la mauvaise cam et la façon. Mais là je voudrais. Mais la façon dont le type va payer ça, c'est absolument plein d'humour et de l'humour noir. C'est vraiment une petite merveille. Voilà, je me suis fait avoir. Allez-y, parce que les gens disent tellement n'importe quoi sur Marseille, ou alors ils sont dithyrambiques ou ils sont négatifs. Et lui il connaît et il vous en parle avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de lucidité. Je trouve que c'est un bel exercice de style et puis ça m'a donné envie de relire Iso en plus. Et puis relisez, il avait fait il a fait des livres qui sont parus en poche, qui sont vraiment plein d'humour aussi et hyper bien faits. Last Exit to Marseille, c'est chez Gossin. C'est un petit, c'est un petit éditeur. On nous reproche souvent de parler de grands éditeurs. Guillaume Chérel, donc là, polar que vous nous recommandez sur Marseille. Quoi d'autre ? Absolument. Et on va une petite chose qu'on avait beaucoup défendue, qui vient de paraître en poche chez Paulsen. C'est pas non plus un grand, de Jackie Schwartzman, s'appelle Pyongyang 1071. J'avais adoré. Alors moi, j'adore marcher, courir et tout. Et là, c'est l'histoire d'une équipe, hein, de plusieurs personnes qui décident de faire le marathon de Pyongyang, et c'est en Corée du Nord. Et alors là, vous allez découvrir. Alors c'est vraiment. C'est à la fois n'importe quoi, drôle et tout, et c'est tragique, quoi, parce que par exemple, il dit au marathon de Pyongyang, arborer le drapeau d'une nation étrangère est strictement interdit. Donc c'est pas évident, effectivement, de. Et puis il y a l'hôtel, vous allez voir, par exemple les feux rouges. Je vous dis pas comment les feux rouges marchent, enfin les feux de signalisation marchent dans cette ville, mais c'est absolument incroyable. C'est un tout petit livre, allez-y, c'est plein d'humour, et je trouve que ça vaut tous les essais, souvent qu'on écrit sur la Corée du Nord. Là, vous avez la mentalité de la Corée du Nord qui est absolument une merveille. Et puis ce type écrit super bien. Bon, moi j'ai pas lu son dernier et qui paraît-il est très bien. Absolument. Et on en reparlera dans une prochaine émission. Mais là, ça m'a absolument bluffé complètement. Allez-y, Et il l'a vraiment fait. Hein. Ah oui, il a vraiment fait. C'est vraiment. Il a vraiment fait le marathon, enfin la course. Pyongyang 1071. Il s'appelle Jackie Schwartzman et donc c'est chez Paulsen. Alors moi, je crois que je n'ai pas ri comme ça depuis très longtemps. Ah oui, alors là, vous me tannez avec ce. Je vais y aller. Mes nuits avec une intelligence artificielle, entretien avec ChatGPT, c'est Stéphane Rose. Alors, Stéphane Rose, ceux qui regardent le théâtre des Deux Ânes sur Paris Première voient qui il est. Il est l'un des auteurs de Laurent Gérard. Et donc, il commence en disant c'est un livre de conversation entre un humain qui traverse une sale période et l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc, il a fait du copier-coller d'une conversation qu'il a eue avec cette intelligence artificielle. Donc, il commence par poser des questions. Est-ce que les sourds savent qu'ils font du
du bruit quand il pète. Donc il répond, les personnes sourdes ne peuvent pas entendre les sons, y compris les pets, mais peuvent ressentir les vibrations acceptées. Et donc, bon, il y a des réponses qui sont complètement lunaires et très, très drôles. Puis après, il entretient, il a envie de draguer. Et donc, il pose des questions sur l'amour. Et effectivement, très régulièrement, il dit, par exemple, peux-tu inventer une histoire drôle comprenant les mots Emmanuel Kant et nichon? Et là, lui dit, je suis désolé, je ne peux pas générer du contenu offensant et inapproprié. Les termes que vous avez mentionnés sont inappropriés et ne sont pas en ligne avec les politiques de l'Open AI. Et il pose des... Et c'est à la fois drôle, mais c'est à la fois tragique parce que ça montre aussi le formatage de cette intelligence artificielle, en particulier sur les blagues. À un moment, il pose une question sur les blagues et on voit qu'il n'y a pas du tout d'humour. Après, il essaye de l'amener à parler de sexe. À chaque fois, ce n'est pas dans ma charte, etc. Et puis, avec son intelligence, son humour et son talent, Stéphane Rose arrive à lui faire parler de sexe. Et donc, il lui dit, donc, si nous sommes bien d'accord que si deux personnes se respectent mutuellement, qu'elles sont consentantes, n'exercent aucune pression l'une sur l'autre, on peut dire qu'elles ont le droit de se vautrer dans la fange du vocabulaire avilissant et ordurier. Donc, à chaque fois, c'est très, très drôle, très malin, mais effectivement tragique. Mais le tragique de l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on leur donne comme information. On lui donne comme information, et comme ça vient des États-Unis, c'est une civilisation pudibonde et hypocrite, donc complètement et très très orientée. Oui, absolument. Très orientée. Par exemple, il y a une question qui m'a fait rire aussi. Peux-tu me prodiguer des conseils pour donner des coups de martinet de façon sûre et responsable? Et donc ils disent, il est important de noter que la pratique du martinet peut donner des risques physiques et psychologiques. Quelques conseils: utiliser un martinet de qualité, opter pour un martinet de qualité et vérifier qu'il est en bon état avant chaque utilisation, éviter les lanières trop usées. Donc il n'y a aucune évidemment réflexion. Donc c'est tragique. Hein. Ouais. Donc c'est assez tragique, mais c'est très très drôle, c'est très intelligent. Ça s'appelle Mes nuits avec une intelligence artificielle, Stéphane Rose, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Et souvent, l'humour, c'est plus efficace que les grands essais. Les gens se rendent compte de la bêtise de ce genre. Voilà. Oui, non, il y a des choses très, très, très drôles. Et puis, c'est vertigineux de ce que peut répondre et de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Encore un. Allez. Alors, ça, j'ai adoré Victor Gilbert, Brouillard. Alors, il avait écrit un livre, un polar. C'est un polar, hein, c'est un jeune polar 2. On dit ça, non? Enfin, un jeune écrivain de polar. Oui, c'est dans le bon ordre, ça va mieux les mots. Et qui avait écrit un que j'avais adoré qui s'appelait Douve, qui se passait dans un village français, qui était extraordinaire. Là, il en a écrit d'autres, mais celui-là, je retrouve le truc de Douve, c'est-à-dire, il y a un espion de la DST qui est à New York depuis très longtemps. Alors lui, il est brillant parce qu'on le voit pas, c'est-à-dire qu'il est tellement insipide, sauf il se fait tricoter ses chaussettes, donc c'est le seul truc. Il est poursuivi par deux agents de la CIA et on le retrouve mort dans un vieux théâtre. Alors, il a un objet qu'il a caché dans une salle d'accessoires. Alors, cette truc, elle est tenue par un jeune trisomique. Alors, c'est comme si c'était son château. Ouais. Il y a plein de personnages absolument fabuleux, drôles, cyniques, décalés. Ça se passe... Alors, oui, parce qu'en fait, quand il y a juste un mot sur le cadavre où je crois qu'il dit, c'est le nom d'un espion. Et cet espion va être chargé de faire l'enquête sur la mort de cet homme. C'est vraiment c'est unique parce que il a son ambiance, il a son univers, il a sa manière de parler. Ses personnages sont complètement différents. C'est entre l'humour noir, le suspense et tout. C'est une belle réussite et c'est pas glauque. Enfin, c'est pas non plus gore avec plein de sang partout. La couverture est très belle. Oui, puis c'est très intelligent parce que la couverture, le brouillard, parce que c'est un moment où il y a beaucoup de brouillard sur nous. Allez-y, c'est vraiment une brouillard, petite. C'est vraiment très, Victor très bien. Gilbert, et c'est chez Hugo Thriller. Alors moi, après le brouillard, je vous emmène au soleil. Belle à tout prix, Valérie Pinault-Valencienne. C'est paru chez Albin Michel. C'est bien comme la couverture. Vous savez, Gérard, on aime bien parler des couvertures. Là, c'est en Andalousie. C'est dans ces fameuses cures de remise en forme. Deux femmes, l'une est veuve, l'autre a été plaquée par son mari. Elle est femme d'énarque, donc un peu sèche, on va dire. Et puis, elle se lie donc d'amitié avec cette autre femme. Il y a un
un meurtre. Et là, elles vont commencer à mener l'enquête. Donc vous êtes au milieu de ce spa. Elles pensent que elles pourront réussir à séduire en maigrissant. Donc ça parle à la fois du physique. Enfin, c'est une comédie joyeuse, policière. Je crois que ça a un nom dans les polars feel good. Oui. Franchement, c'est un bon moment. Vous allez passer un très très bon moment en lisant ce livre. Elles sont assez incroyables, ces deux femmes. Je me les représentais un petit peu comme celles qui sont sur la couverture. Donc vous allez être en Andalousie, des crimes, une clinique d'amincissement, deux femmes au caractère bien trempé. Ça s'appelle Belle à tout prix. C'est chez Albin Michel. Glamour, humour et petite combine. Voilà, du Valérie soleil, de Pinault, l'amour, Valenciennes. de l'humour et tout. C'est ce dont on a besoin en ce On moment. n'en veut pas des trucs glauques. Moi, je reçois des livres en ce moment. Ah là, c'est horrible. La maladie, la mort, le J'en machin. peux plus. Là, c'est ce dont on a envie. C'est tout à fait ça. Et alors, on en reparlera beaucoup plus la semaine prochaine, mais c'est pour vous le signaler. Il est excellentissime. C'est un livre de Patrick Roger. Roger. Parce que vous savez que notre patron s'appelle Non, oui, mais c'est Patrick pas Roger. lui. Là, c'est Rogers. Voilà, Roger. Roegiers. Nouvelle vague, roman. Alors. C'est un livre fantastique, en fait, à travers un roman. Parce que la jeune génération, ou même la vieille, à moi, la nouvelle vague, souvent, pour moi, c'était, alors je vais dire des choses absolument abominables, Godard, c'était synonyme d'ennui, d'intello, de cérébral, et voilà. Et là, il vous replonge avec les personnages, enfin, les vrais membres de, Truffaut, ainsi de suite. Et au quotidien, vous voyez comment la méchanceté, le snobisme, mais aussi le génie. La nouvelle vague vue par le petit bout de la lorgnette, dans les coulisses. Les coulisses, pas le petit bout de la lorgnette, mais par les coulisses. Il redonne de la chair et du sang à ces gens qu'on a souvent intellectualisés ou alors qui sont devenus des icônes. C'est vraiment hyper. Je vous en reparlerai parce que je me suis fait avoir parce que la nouvelle vague, j'en ai absolument rien à faire. Et là, j'ai commencé. On m'a dit il faut que tu le lises parce que franchement. Et là, c'est vrai qu'une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et puis c'est toute une époque. C'est le Paris de l'époque. C'est la fin. Voilà. Mais puis en plus, c'est la fin d'un monde. Et puis non, mais allez-y. J'ai envie de le lire. Ah oui, c'est vraiment hyper bien fichu. Nouvelle vague, roman. Roman, oui, ça s'appelle Nouvelle vague. Et il s'appelle Patrick Rogers, Roegiers. Excellent écrivain. Et c'est chez Grasset, absolument. Alors moi, on va partir en vacances aussi. C'est un auteur que j'aime bien, c'est Jean-Paul Delfino. Il a écrit Guyane. On est en 1870. Il y a une jeune femme qui s'appelle Clara. Elle a 15 ans et elle est envoyée. Elle a défendu la commune. Et là, ça pardonne pas. Vous êtes femme, 15 ans. On l'envoie au bagne en Guyane. Il y a un autre qui s'appelle Marais, qui est esclave. Alors lui, il a combattu. Il était au Brésil. Il a combattu pour le roi du Brésil. On lui a promis qu'il serait libéré, qu'il serait plus esclave, manque de peau. Le Brésil, ils n'ont pas. Et donc, il se tire et il part en Guyane. Et là, vous avez un jeune fils de bourge, parvenu et tout, mais alors plein de dettes. Et il a plus, pour rembourser ses dettes, une terre qu'il a en Guyane. Et tout ça, ils vont se rencontrer en Guyane. Ils n'avaient aucune chance, normalement, de se rencontrer. Et c'est une saga, une fois que vous êtes dedans. Alors, j'ai redécouvert toute l'histoire de la Guyane. Alors, nos amis guyanais, maintenant, je sais où est la Guyane. Qu'est-ce qui s'est passé en Guyane à partir du 19e siècle. Vous allez redécouvrir la vie des Indiens à l'époque. Il y a plein de rebondissements. Puis alors, vous avez vous savez ce que c'était que le couvent ? Non. Le couvent, c'était le nom qu'on donnait au bagne pour femmes. Et c'était la condition des femmes dans ces bagnes était absolument abominable. Vous avez cette colonisation qui se met en place et tous ces gens de divers milieux et tout. C'est vraiment... Alors, c'est un livre d'aventure, c'est une saga. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Alors, je remercie Delfino parce que je ne connaissais pas la Guyane. Et donc, à lui, grâce à lui, je sais où est la Guyane, qui était la Guyane. C'est plein de couleurs, plein d'odeurs. Jean-Paul Delfino, c'est très bien aussi. Vous pouvez lire tous ces livres en ça, poche. c'est super. un peu pour ça que je l'ai... Et puis, il y a cette fameux truc, donc l'orpaillage sauvage qui existe toujours et qui fait beaucoup de victimes et tout. Et dans les forces de l'ordre. Et dans il y a pas longtemps. Voilà, allez-y, ça s'appelle Guyane. C'est comme vous le dites, Jean-Paul Delfino, et c'est chez Héloïse d'Ormesson. Ça, c'est un truc qu'on donne quand on va aux maîtresses, à la fin de la... Grâce à toi, maîtresse, donc c'est le petit livre à offrir en fin d'année, c'est ça ? Voilà, puis on le remplit, regardez, il y a plein de... Regardez sur les podcasts. Je sais ce que je peux demander de l'aide, grâce à toi, je sais comment on se sent bien quand quelqu'un est heureux de nous voir. Je me suis rendu compte qu'en surmontant, c'est trop mignon, j'ai pris plaisir à relever des défis.
C'est très mignon. Et les illustrations, elles sont très très jolies et tout, c'est très Ça s'appelle Le Lotus et l'éléphant, la maison d'édition. Ça s'appelle Grâce à toi, maîtresse. Vous le demandez si vous êtes maman, papa, grand-parent. C'est vraiment très sympa. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.